Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, vielen Dank, auch ganz herzlichen Dank für diese wirklich sehr neutrale Präsentation der Selbstbestimmungsinitiative. Ja, ich bin ja noch nicht so lange in Bern und deshalb fällt mir das vielleicht stärker auf. Ja, leider, die direkte Demokratie in der Schweiz ist gefährdet. Volksentscheide werden nicht mehr umgesetzt. Die direkte Demokratie, unsere Bundesverfassung, wird in Bern, aber auch in anderen Bereichen unseres Staates nicht mehr ernst genommen, wird nicht mehr als verbindlich wahrgenommen und das ist gefährlich. Dahinter steht, und das muss hier korrigiert werden, es ist keine juristische Frage am Schluss, es ist eine politische Frage. Wer hat das letzte Wort in der Schweiz? Sind das die Bürgerinnen und Bürger oder sind das andere Institutionen? Wir plädieren dafür, klar, gemäß unserer Verfassung, Bürgerinnen und Bürger, die Kantone sind der oberste Verfassungsgeber. Und was hat das Bundesgericht gemacht 2012 und 2015? Das Bundesgericht hat in einer totalen Abkehr von der bisherigen Rechtspraxis in der Schweiz, vom Rechtsverständnis, hat es festgehalten, es gebe einen generellen Vorrang des nicht zwingenden internationalen Rechts, nicht nur über Bundesgesetzen, sondern über der Bundesverfassung, über Volksentscheiden. Das ist 2012 und 2015 hat das gleiche Bundesgericht, es wurde angetönt, bei der Nichtumsetzung der Masseneinwanderungsinitiative gesagt, egal was das Parlament entscheidet, egal was das Parlament aus diesem Verfassungsartikel 121 macht, wenn das Parlament ins Gesetz hineinschreibt, was in der Verfassung steht, wird das für das Bundesgericht nicht bindend sein, weil ein internationaler Vertrag, nicht zwingend Personenfreizügigkeit, stehe angeblich über der Bundesverfassung. Und das, meine Damen und Herren, da muss man nicht Jurist sein, das ist die Entmachtung nicht nur des Stimmbürgers, das ist auch die Entmachtung des Parlaments. Und das möchte diese Selbstbestimmungsinitiative rückgängig machen. Wir wollen zurück, letzter Punkt, zu dem, was der Bundesrat 2010 in seinem Bericht über das Verhältnis von Landesrecht und Bundesrecht, von Landesrecht und Völkerrecht gesagt hat, nämlich kein Land stellt internationales Recht generell übers Landesrecht und zweitens Volksentscheide gehen älterem Staatsrecht vor, älteren Staatsverträgen vor. Also das, was entschieden wird durch die Bürgerinnen und Bürger, das gilt in der Schweiz. Wir wollen zurück zu diesen Zuständen vor 2012. Mesdames et Messieurs, en réalité, il y a bien un danger pour la démocratie, mais ce danger, il est en cas d'acceptation de l'initiative. D'abord parce que la démocratie, elle se nourrit des droits fondamentaux. Il y a besoin de la liberté d'expression, du respect des minorités, de toute la panoplie des droits fondamentaux pour qu'une démocratie fonctionne. Deuxièmement, pour qu'une démocratie fonctionne, il faut qu'il y ait un bon rapport avec l'étranger, ce qui nécessite des traités que l'on respecte. Troisièmement, le peuple n'est pas la seule instance dans une démocratie, fût-elle semi-directe. Il y a encore justement ces contre-pouvoirs. Et dernier point qui est très important, dans une démocratie, direct ou pas direct, c'est très important de pouvoir décider démocratiquement, de signer des traités avec l'étranger et donc de les respecter. Et si on décide de façon forfaitaire, pauschal comme ils disent en allemand, de plus respecter les traités, eh bien on s'interdit aussi dans un cas individuel de faire respecter un traité. Donc à mon avis, c'est cette initiative qui pose un problème si elle est acceptée au fondement même de la démocratie et à mon avis elle reflète une conception extrêmement... une espèce de conception je dirais, de dictature plébiscitaire de la majorité. Or, la démocratie, mesdames et messieurs, c'est quelque chose de beaucoup plus subtil qu'une dictature plébiscitaire de la majorité, raison pour laquelle il faut voter non. Monsieur Norman dit, en grand démocrate, le danger pour la démocratie, c'est le peuple, parce que le peuple pourrait décider des trucs qui gêneraient Monsieur Norman. Je veux dire, en gros, c'est cela. Je ne vois pas comment on peut argumenter le fait que l'on puisse être un démocrate si l'on s'écarte de la règle de base de la démocratie qui veut que ce ne soit pas
un aéropage élitaire qui décide de tout, mais que l'on prenne la décision avec un maximum de participation. Et la double majorité, majorité du peuple, plus majorité des cantons de provenance de ce peuple, c'est-à-dire un seuil démocratique hyper élevé, je ne sais pas si ça puisse exister ailleurs dans le monde, c'est évidemment le garde-fou démocratique le plus élevé qu'on puisse imaginer, et venir dire qu'une volonté exprimée à cette double majorité-là serait antidémocratique parce qu'elle déplaît à un carteron de juristes socialistes, ça me paraît largement abusif. L'initiative, mesdames, messieurs, actuellement, c'est un tir ajusté. À l'avenir, ce sera un tir en rafale. Vous savez où vous lancez le premier coup, et les autres, c'est dans la nature. Et peut-être. On peut avoir un exemple, un seul, de ces tirs de rafale futurs. Sur quel sujet? Je viens d'en citer un, l'initiative. Je parle du futur, puisque cette initiative annonce la fin du monde le 26 novembre et pas dans le passé. Monsieur. Non, le lendemain, parce qu'il faut quand même... Ouais. Oui, mais les initiatives, monsieur Niedegger, elles entrent en vigueur dès le jour de leur adoption, c'est-à-dire le 25. Oui, mais répondez à ma question. Je nous donnais un sursis d'1 jour avant la fin du monde. Mais répondez à ma question, vous votez en souche. Je réponds volontiers à votre question, et dans le prolongement de ce qu'a dit monsieur Köppel, vous voulez rückgängig machen, vous voulez faire défaire... Un exemple de ces traités que le peuple, que nous serons obligés de résilier dans le futur, parce que l'on prêtera à des votes dont vous allez donner un exemple immédiatement, j'espère, la portée de cela. Dites-nous un exemple. Vous agitez une fin du monde apocalyptique le 25 novembre au soir, pour être précis, mais vous ne donnez aucun exemple de cela. Vous jouez de peur et vous êtes un prophète, vous n'êtes pas un juriste là, ce soir. J'ai été interrompu 2 fois alors que j'allais mentionner un exemple. 3e fois. Il y a un exemple passé, le renvoi des criminels étrangers... Non, futur, vous venez de parler du futur, s'il vous plaît. Non, on ne le laisse pas parler. Il faut... Monsieur Dubet doit répondre à une question et ne doit pas augmenter son temps de parole pour ne pas répondre à la question. Alors, le futur. Après 15 minutes de débat, les démocrates disent non, on ne le laisse pas parler. Le futur. Une association musulmane requiert un permis de construire un lieu de culte. Et il y a à côté de ce lieu de culte, à titre de projet, un édifice hors gabarit qu'on peut interpréter juridiquement comme un minaret. Sur recours, la Cour européenne des droits de l'homme pourrait estimer que le refus des autorités suisses de délivrer un permis de construire est contraire à la liberté de culte et contraire à l'égalité de traitement dès lors qu'on est dans le domaine de protection de la liberté religieuse. J'ai toujours pas mon traité à résilier là. Il y aura un conflit d'obligation. Appliquant votre article 56A, on devra donc le renégocier avec tous les pays membres signataires de la CEDH, et puisque ce n'est pas possible, il faudra le résilier. Der Bundesrat selber hat festgehalten, wörtlich, in keinem Staat wird dem Völkerrecht uneingeschränkt der Vorrang vor dem Landesrecht eingeräumt 2010. Das Bundesgericht hat revolutionär dieses bundesrätliche und übrigens auch juristische Verständnis umgestürzt. Zweitens, der gleiche Bundesrat hält fest, der gleiche Bundesrat hält fest, die Frage, ob eine Initiative umgesetzt werden soll oder nicht, ist nicht dem Ermessen der Behörden überlassen. Und jetzt, das ist das Problem, über das wir sprechen, Volksentscheide werden nicht umgesetzt, Schiedsrichter werden zu Verfassungsgebern. Das Bundesgericht hat sich eine Kompetenz angemaßt, die für mich meines Erachtens als Bürger und jemand, der einen Eid auf die direkte Demokratie geleistet hat, zu weit geht. Und zu Ihrer Frage, nein, es gibt keine Probleme mit der Europäischen Menschenrechtskonvention. Also ich hätte mir jetzt eigentlich schon einen Applaus erhofft für diese Intervention. Très volontiers. Bon, je crois que... War doch jetzt so klar dargestellt. Jetzt bekomme ich nicht mal einen Applaus. Ich bin ganz enttäuscht. Ich muss da schnell einschreiben. Weißt du, Roger, es dreht sich nicht alles um dich. Du bekommst nicht jedes Mal einen Applaus. Non, non. Je te laisse le limelight. En réalité, en 2012, il n'y a rien qui a changé.
on continue d'appliquer et le droit suisse et le droit international comme c'est prévu dans l'article 5 de la Constitution. Tout ça, c'est du blabla, c'est une pseudo-discussion juridique. Le but de cette initiative, c'est de construire des ennemis extérieurs pour entretenir cette tension dans le pays. Et si on regarde le problème que l'UDC prétend résoudre, c'est qu'elle dit c'est dramatique qu'on respecte les accords internationaux qu'on a signés. Moi, je vous dis, franchement, l'adage pacta sunt servanda, c'est un bon accord, c'est un bon adage, ça n'a rien de dramatique. Quand on signe un accord dans ce pays, ça vaut quelque chose. D'ailleurs, on est un pays qui a été fondé sur la base d'un accord entre Uri, Schwyz et Unterwald, en 1291, d'un pacte entre 3 petits États indépendants. La base de ce pays, c'est que les pactes valent, les poignées de main valent. Et si on n'est plus d'accord avec un accord international, eh ben c'est tout simple, on le dénonce. Et c'est d'ailleurs ce que propose de faire l'UDC avec sa nouvelle initiative, celle qu'elle a lancée, qui vient d'être déposée. Au moins, celle-là, elle a le mérite de la clarté, elle dit on se bazarde la libre circulation. Moi, ça me va très bien. Mais par contre, dire quand un accord ne nous convient pas, on le garde mais on ne le respecte pas, c'est un peu comme on reste marié mais on trompe son conjoint. Et ça c'est pas une façon de procéder. Alors dans la vie, ça arrive, dans la vraie vie, mais on n'écrit pas ça comme principe dans la Constitution. Cette idée que j'ai entendue plusieurs fois, mais c'est de la rhétorique de battleur d'estrade, c'est pas du droit, qu'au fond, si l'on exige que en cas de conflit entre un traité ancien et une disposition constitutionnelle nouvelle, ce qui est rarissime, ce soit la Constitution qui prime et donc qu'on adapte les traités, c'est évidemment pour renforcer la sécurité du droit, pas seulement interne, mais également des engagements internationaux. Et on ne peut pas résoudre ça avec un peu de rhétorique gauchiste. Lorsque l'on dit que lorsqu'il y a des conflits, parce que le monde est ainsi fait qu'il y a des ordres juridiques internationaux, nationaux, et que des règles entrent en conflit, évidemment, il faut une règle qui nous permette de savoir ce qui prime, c'est évidemment pour la sécurité du droit. Ce que dit l'initiative, c'est que le Conseil fédéral doit, si ceci devait survenir, à savoir une nouvelle norme constitutionnelle qui vient contredire typiquement la libre circulation des personnes, signée à un moment où elle est parfaitement conforme à la Constitution suisse, devient anticonstitutionnelle le 9 février 2014 parce que les Suisses en ont décidé ainsi. À ce moment-là, on a un conflit, il faut savoir qu'est-ce qui prime. On a besoin d'une règle qui le dise. Pourquoi? Parce que pacta sunt servanda, parce qu'effectivement, lorsqu'on a un accord, il faut le respecter et exiger du Conseil fédéral que désormais, il adapte les accords pour qu'ils soient conformes à la Constitution, c'est exiger la sécurité du droit et rien d'autre. Venir dire le contraire est d'une malhonnêteté intellectuelle, si tant est que le mot intellect, dans ce cas, est la moindre pertinence. Alors en fait, c'est un changement de système qu'on propose avec cette initiative. On se bagarre depuis le début de ce débat sur qui a le pouvoir finalement. Est-ce que c'est le peuple qui a le pouvoir ou est-ce que c'est le Parlement? C'est assez étonnant de la part des parlementaires qui sont, si mes chiffres sont bons, il me semble quand même les plus nombreux au niveau du Parlement fédéral, de venir dire que finalement le Parlement n'a pas de pouvoir. Je pense qu'on vote pour eux aussi, pour qu'ils fassent leur travail. Et puis s'ils veulent défendre leur opinion, ben, ils peuvent le faire dans le cadre du Parlement. Ceci étant dit, aujourd'hui en Suisse, on a un pouvoir qui est partagé finalement. Un pouvoir qui est partagé, qui nous donne aussi la qualité des décisions qui sont prises. Alors ce système, il fonctionne. Évidemment, rien n'est parfait, on peut toujours faire mieux, ça on le sait, mais pas en s'attaquant au droit international, et même si l'argumentaire s'est au fil du temps un peu amoindri contre le droit international, on sait qu'il était clairement ciblé au niveau de la récolte de signatures et qu'il a aussi été un argument fort des initiants. Le droit international, c'est pas un point faible. Le droit international, c'est un cadre qu'on s'est fixé, qu'on a accepté pour pouvoir avoir une influence. Au niveau international, évidemment, parce qu'on a envie d'être invité à la table quand il y a des discussions qui nous concernent et d'avoir notre position et de pouvoir défendre nos intérêts quand on sait que les décisions qui seront prises vont immanquablement à un moment donné nous impacter. Et c'est fondamental que la Suisse puisse aller aux tables internationales pour pouvoir négocier, pour pouvoir traiter d'égal à égal avec d'autres grandes puissances, alors qu'elles soient militaires, économiques ou politiques. Aujourd'hui, on peut être fier de ce que la Suisse fait au niveau international. Bien évidemment, encore une fois, rien n'est parfait, on peut toujours faire mieux, mais changer le système dans son ensemble est en tout cas pas souhaitable. On a parlé de démocratie et de souveraineté, et là-dessus, j'aimerais juste revenir avant de redonner la parole. Les traités, il faut savoir qu'on va les négocier. On va les négocier librement. Ce sont les représentants de la Suisse qui vont les négocier avec
en arrière-pensée les intérêts de notre pays, donc ce sont non pas les intérêts des autres pays qu'on va défendre, mais bien les nôtres. Ensuite, on les ratifie souverainement, donc tout est fait de manière tout à fait correcte jusqu'à présent, et ensuite on les applique par nos propres autorités. Donc le système actuel, il fonctionne. Et puis on accepte aussi le cadre international pour une autre raison qui est excellente, c'est le fait qu'on n'est pas seul. Bien évidemment, on vit dans un pays qui réussit, mais on doit aussi faire avec d'autres pays. Ce cadre international nous permet de commercer avec les autres pays, de nous déplacer aussi librement. Et puisqu'on est à Fribourg, j'aimerais quand même dire que les 600 accords dont on parle et qui font toujours un peu rire les initiants, eh bien ces accords-là, ils nous portent énormément à Fribourg. En 2017, c'était 9 milliards d'exportations qu'on avait, donc c'est énormément d'emplois, c'est énormément de valeur ajoutée, et nous, on en a besoin. Jetzt muss ich etwas sagen, was ich staune immer, wie gut Kollegen anderer Parteien Bescheid wissen über meine Motive und warum ich für irgendetwas bin oder dagegen. Lieber Kollege Nordmann, für mich ist dieses Thema kein Thema der Parteipolitik. Hier geht es nicht um das Hickhack links und rechts und pour la Galerie und le gauchiste und le droite und all dieses Zeug. Hier geht es um etwas ganz anderes. Hier geht es darum, wer bestimmt die Zukunft dieses Landes? Wer bestimmt die Regeln in diesem Lande? Wer bestimmt Regeln, die manchmal den Linken besser gefallen als mir? Stichwort flankierende Maßnahmen. Wer bestimmt Dinge, die mir besser gefallen als den Linken? Tiefe Steuern zum Beispiel. Das müssen wir sein, meine Damen und Herren. Und wir dürfen es nicht zulassen, dass Leute, die das internationale Recht über das Landesrecht schieben, uns die Möglichkeit nehmen, in diesem Land selber zu bestimmen. Die Behauptung, letzter Punkt, dass die Schweiz durch die Selbstbestimmung, durch die direkte Demokratie, durch Volksentscheide Rechtsunsicherheit produziert, das ist ja für mich als Historiker, als Wirtschaftshistoriker ein groteskes Missverständnis. Die Schweiz ist mit ihrer direkten Demokratie, mit Volksentscheiden, das stabilste Land der Welt, überhaupt attraktiv, international beliebt, ein Standort hervorragender Unternehmen und hervorragender Universitäten wie der hier. Das ist ein Produkt der direkten Demokratie, weil wir am Schluss das letzte Wort haben. Und das ist nicht eine parteipolitische Frage. Wir kämpfen hier für Volksentscheide und für die direkte Demokratie. Vous avez entendu ce qu'a dit Roger Koppel tout à l'heure. Il a dit « Wer bestimmt die Regel ?» Wir. C'est ça précisément cette conception autoritaire, plébiscitaire de la démocratie. Non, monsieur Koppel, c'est pas toujours... Monsieur Koppel, c'est pas toujours le VIR, c'est pas toujours nous, c'est pas que le peuple. Le VIR, c'est les différents niveaux du fédéralisme, c'est les différentes institutions, l'exécutif, le législatif, le judiciaire, c'est le peuple comme organe de l'État, et parfois c'est aussi des tribunaux internationaux. Oui, c'est vrai, moi je trouve bien qu'en Suisse, quand la Suisse ne permet pas à quelqu'un qui est tombé malade de l'amiante de se plaindre auprès de son employeur en responsabilité civile parce que le délai est plus court que la déclaration de la maladie, ben moi je trouve vachement bien qu'on ait signé une convention internationale et puis qu'il y ait un tribunal international, en l'occurrence la Cour européenne des droits de l'homme, qui puisse dire aux législateurs suisses, et là vous avez quelque chose qui ne va vraiment pas, si les gens ont pas, si le délai de prescription absolu est fini avant que la maladie soit déclarée, il y a un problème. Eh bien moi je pense que ça c'est juste. Rückgängig machen. Ce qui est très frappant, c'est que les initiants ne parlent jamais de ce qu'ils font. Ils disent de ce qu'ils aimeraient faire, mais ils ne se réfèrent jamais à leur texte. Dans l'article 190, qui fixe les règles qui s'imposent au tribunal fédéral et aux autres autorités d'application du droit, la Constitution fédérale aujourd'hui ne figure pas. Très bien. Ce qui fait que les lois fédérales l'emportent sur la Constitution. Les initiants nous disent, article 5, la Constitution, c'est la norme suprême. Elle doit absolument prévaloir sur tout. Et dans la nouvelle version de l'article 190, surprise, la Constitution n'y figure pas. Donc les initiants ne corrigent pas ce qu'ils prétendent corriger. Ils ne veulent pas que la Constitution figure dans l'article 190 qui décrit quelles sont les règles déterminantes dans l'application du droit.
parce que ça amènerait le tribunal fédéral à pouvoir protéger les droits fondamentaux qui figurent dans la Constitution. Maintenant, il modifie l'article 190 d'une autre manière, en ne mentionnant plus guère que le droit international, les traités de droit international dont l'arrêté d'approbation a été soumis à référendum facultatif ou obligatoire. Quelle est la différence? C'est que la CEDH, pour des raisons historiques, n'a pas été soumise à référendum à l'époque. En d'autres termes, mesdames, messieurs, cette initiative est une attaque contre vos droits fondamentaux, ceux de la CEDH, c'est pour ça d'ailleurs que l'initiative s'appelle juge étranger, ça ils n'ont pas pu le changer dans l'intervalle, mais également contre les droits fondamentaux de la Constitution fédérale qu'on ne pourra pas vous appliquer à l'encontre de loi fédérale. Mesdames, messieurs, souvenez-vous que vous êtes souverain pendant la seconde que dure la chute de votre bulletin de vote dans l'urne. Le reste du temps, vous êtes sujet, vous êtes soumis, et ce surcroît de souveraineté qu'on va arracher, ça n'est pas à l'étranger, c'est à chacun d'entre vous. Aujourd'hui, il y a un débat considérable en Europe. Si vous prenez des juges qui sont quand même des êtres humains et que vous leur dites en Europe, au-dessus de vous, il n'y a rien, enfin il y a Dieu, mais en Europe on le croise assez rarement, et donc vous allez pouvoir prendre des décisions qui ne seront remises en cause par absolument personne. 40 ans après, vous allez retrouver ces braves gens galopant dans de verts pâturages, vous n'avez pas prévu qu'ils allaient s'ébrouer. Et il y a des critiques à travers toute l'Europe sur la créativité excessive des juges, pas sur les normes que l'on a adoptées. L'article 8 de la charte qui nous pose problème en Suisse à cause du renvoi des criminels étrangers ne pose aucun problème dans son libellé initial. Le problème qui se pose, c'est que les juges en ont donné une extension, une interprétation extensive de plus en plus large, jusqu'à entrer en conflit, cette interprétation et non pas la norme, avec une norme constitutionnelle nouvelle. Donc pour en venir à votre CEDH, ce qui serait évidemment la conséquence logique d'une acceptation de l'initiative le 25 novembre, ça serait que le Conseil fédéral ouvre un débat sur la CEDH, la fasse voter par le peuple et lui donne enfin une légitimité pleine et entière afin qu'elle prenne sa place là où elle doit la prendre. Beaucoup ont peur de ce débat et souhaitent qu'il ne se passe pas. Sie müssen sich bewusst sein, heute ist das internationale Recht über der Bundesverfassung. Das heißt, was wir in diesem Land abstimmen, ist egal, spielt keine Rolle mehr. In jedem beliebigen Fall kann ein Politiker, kann ein Richter kommen und sagen, was Sie abgestimmt haben, Ihr Volksentscheid, kann nicht umgesetzt werden. Das internationale Recht steht über der Bundesverfassung. Meine Damen und Herren, jetzt müssen wir uns nicht in juristischem Fachchinesisch verlieren. Kein Land auf diesem Planeten stellt das internationale Recht über das Landesrecht, außer die Schweiz. Das ist ein Isolationismus, ich hätte jetzt fast gesagt, des Wahnsinns, aber zum Glück können wir das rückgängig machen am 25. Volksentscheide müssen gelten. Was ist so schlimm an Volksentscheiden, Herr Nordmann? Was haben Sie gegen direkte Demokratie? Was haben Sie gegen Volksentscheide? Nur weil die SP ein paar Mal verloren hat, müssen Sie nicht die ganze direkte Demokratie über den Haufen werfen. Nur weil Sie einmal ein Bundesgerichtsentscheid Ihnen nicht passt, braucht man nicht die Verfassung zu ändern. Entschuldigung, es sind 2 Bundesgerichtsentscheide und es sind regelverändernde Entscheide, aber ich erkläre es Ihnen nachher gerne noch einmal. Monsieur le conseiller national Köppel a commencé par expliquer que le tribunal fédéral avait commis une révolution. L'arrêt en question est un conflit entre la Constitution suisse et la CEDH. Et maintenant, il vient nous dire, alors qu'on prétend faire la contre-révolution de la révolution, la CEDH n'est pas en jeu. À force de tout dire et son contraire, ça finit par se voir. Maintenant, l'exemple de l'Allemagne, c'est au moins celui qu'il ne faut pas prendre. Parce qu'en Allemagne, on a des limites matérielles à la Constitution, il y a des choses qu'on ne peut simplement pas changer, et surtout en Allemagne, il y a un tribunal constitutionnel parmi les plus puissants au monde. Il est à Karlsruhe. La prochaine fois que vous allez à Chemnitz, faites un crochet par Karlsruhe. Wissen Sie, stopp, halt, halt, Entschuldigung, warte schnell. Herr Professor, ich kann Ihnen nur raten, als Journalist, es ist manchmal gut, wenn man sein eigenes Büro verlässt und auch ins Ausland geht, um sich die Dinge anzuschauen, über die man schreibt. Aber, jetzt muss ich einfach etwas hier sagen. Ich spüre bei Ihnen aus jeder Körperzelle heraus
wie sehnsüchtig Sie verteidigen, dass das internationale Recht über dem Landesrecht stehen muss. Und da haben wir eine Meinungsdifferenz. Sie sind vielleicht der Meinung, dass ein Rechtsprofessor am Schluss entscheiden muss, ob ein Volksentscheid gilt. Wenn ich Ihnen zuhöre, habe ich wirklich das Gefühl, ich brauche in Zukunft einen Rechtsprofessor, um ein Abstimmungsbüchlein zu verstehen. Aber das ist nicht die Schweiz, die wir wollen. Sie haben auch eine Stimme, aber Sie sind nicht der Chef in diesem Land. Am Schluss müssen Volksentscheide gelten. Das nationale Recht über dem internationalen Recht, das gilt auch für Deutschland. Tous les peuples du monde rêvent aujourd'hui de leviers politiques qui leur permettraient de juguler les vents brutaux de la mondialisation économique, et plus la pression du droit international économique est forte, plus les peuples du monde rêvent de cela. Les Suisses ne rêvent pas, ils votent. Et j'aimerais que ça soit encore le cas demain. Wir haben in der Schweiz immer einen Grundsatz befolgt, den Sie bei Voltaire finden, Candide, das berühmte Buch. Candide kommt am Schluss zum alten Türken und fragt: Alter Türke, was ist die große Vision? Was ist das Erfolgsrezept? Was müssen wir machen, um glücklich und ein schönes Leben zu haben? Und der Türke gibt ihm das Erfolgsrezept der Schweiz: Il faut cultiver notre jardin. Wir müssen unseren Garten pflegen, dann wollen alle hierher kommen, wir können raus. Das hat nichts mit Isolationismus zu tun, das ist das Grundrecht des Selbstbestimmungsrechts der Völker. Gerne beim Apéro mehr, das ist mein Lieblingsthema. Ich könnte jetzt eine Stunde weiter erzählen, da würden Sie wahnsinnig viel lernen. Danke. Aujourd'hui, la Suisse traite d'égal à égal avec d'autres grandes puissances. On sait que la Suisse est un petit pays. Finalement, on pourrait se dire qu'on pourrait avoir beaucoup moins de place à la table des négociations. Eh bien non, on a toute notre place. On est capable aussi de faire valoir nos intérêts. Et lorsque le Parlement ratifie un traité qui a été conclu au niveau international, eh bien c'est un traité qui va dans le sens des Suisses. Et je crois que jusqu'à présent, on a une certaine transparence qui se fait au niveau politique en Suisse. On peut en être fier. Et la question qui a été posée auparavant aussi de savoir si on devait avoir une Cour constitutionnelle pour pouvoir justement valider ou non les initiatives. Je pense que c'est justement tout le jeu d'une initiative, c'est de proposer une idée, et ensuite tout notre rôle au niveau politique, et c'est ce que fait un peu moins certains partis parfois, mais tout notre rôle aussi au niveau politique, c'est d'avoir cette transparence et d'avoir cette responsabilité pour défendre les intérêts de notre pays. Vous avez dit, M. Köppel, que la Suisse était pauvre par nature. Elle l'est aussi petite par nature. Ouais. Et ce que vous voulez faire, en fait, c'est du Trump. C'est de la résiliation unilatérale et intempestive de traités internationaux. Le problème, c'est que la Suisse étant la Suisse, votre programme, c'est Make Switzerland Small Again. Jetzt nur ein Satz. Also jetzt, geschätzter Kollege, jetzt vergleichen Sie mich schon mit Trump. Ich glaube, Sie haben wirklich ein psychologisches Problem mit mir. Aber das können wir beim Apéro dann ausdiskutieren. L'idée qu'il faille protéger le peuple contre lui-même, parce qu'au fond, on aurait une majorité de citoyens et la majorité de leur canton d'appartenance en plus, qui seraient notoirement avides de détruire leurs propres droits, leurs propres libertés, de massacrer les traités qui leur sont le plus profitables économiquement, alors que le peuple suisse est un peuple prudent, extrêmement conservateur, extrêmement attaché à la parole donnée. Vous mettez un bulletin de versement, une facture dans une boîte aux lettres, il la paye. Il n'y a pas beaucoup de peuples au monde qui vous font des choses comme ça. Nous avons une réputation de parole tenue, de fiabilité, de loyauté en affaires extrêmement forte. Avec M. Köppel, on est à la Commission des Affaires extérieures, on rencontre des parlementaires ou des ministres du monde entier, et partout, la Suisse est reconnue comme un partenaire absolument fiable. Et l'idée que les gens qui aiment les Rolex et ceux qui aiment le chocolat n'aimeront plus les Rolex et le chocolat parce qu'on aura ajouté 4 mots à l'article 190 de la Constitution qu'ils n'ont évidemment pas lu, est une idée totalement inepte. En fait, le problème de base que l'UDC prétend résoudre n'existe même pas. Il n'y a pas une supériorité ou une infériorité du droit international ou du droit suisse. Je crois que la Constitution est tout à fait claire. La Confédération et les cantons respectent le droit international. Je pense qu'il n'y a absolument rien besoin d'y changer.